écouter Parole de Psy. Ces dernières années, un certain nombre de faits d'actualité ont permis au public de prendre connaissance de l'acuité de la problématique des violences sexuelles dans le monde. Le mouvement MeToo, parti d'Hollywood, les fémicides, les récits de guerre ou l'octroi du prix Nobel de la paix au Dr Mukwege sont autant d'événements qui, mis bout à bout, obligent nos sociétés à s'interroger sur la manière dont les victimes sont considérées et prises en charge. Le professeur Aubryan Damus a travaillé sur l'impact psychologique et sociologique du viol en Haïti. Il est notre invité dans la première partie de cette émission. Face à une victime de violence sexuelle, face à une victime de viol, quelle doit être l'attitude des professionnels de santé? Quelle doit être l'attitude de tout intervenant dans le dossier? Ce sera l'objet de la deuxième partie. Merci de nous suivre, merci de partager ce podcast sur les différentes plateformes, merci de commenter et d'aimer. Je suis Magloire Mpembi et c'est un plaisir que de vous retrouver une fois de plus. Aubryan Damus, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes universitaire, vous êtes professeur, vous avez un CV fourni. Donc vous êtes socio-anthropologue, linguiste, pédagogue de la paix et de l'amour, comme vous le précisez vous-même, président de la Ligue pour la recherche sur l'éducation autochtone, professeur aux universités d'État d'Haïti et Quisqueya. À l'Université d'État d'Haïti, vous êtes à l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales et à Quisqueya, vous êtes à la Faculté des sciences de l'éducation. Vous êtes professeur associé à l'Université de Sherbrooke, Centre d'études du religieux contemporain ici à Québec. Et vous êtes membre du comité de supervision des étudiants en doctorat du Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke aussi, et titulaire de la chaire internationale. Alors ça c'est en espagnol, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais vous me corrigez. Epistemologias del Sur, fortalecimiento de los saberes locales et indígenas. Ça c'est au Mexique. Et vous êtes représentant de la nationale de la chaire UNESCO Éducation et Santé. Alors, vous vous définissez comme pédagogue de la paix et de l'amour. Là, on va parler d'un sujet qui est aux antipodes de la paix et de l'amour. Avant de l'aborder, la première question que je vous pose, comment est-ce que vous êtes en arrivé à aborder ces questions-là? Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours, à un moment, il y a eu ces déclics et que vous ayez dit, je vais travailler sur ce sujet du viol chez les femmes à Haïti? Ok, merci de ton invitation et ça fait plaisir, c'est avec grand plaisir que je vais essayer de répondre à tes différentes questions sur le viol. Et quand est-ce que j'ai commencé à travailler sur le viol? Ma première enquête sur le viol, l'enquête la plus sérieuse, une enquête qualitative, cette enquête date de 2014. Et j'ai rencontré plusieurs dizaines de femmes violées à l'époque. Elles étaient âgées de 20 à 60 ans. Hein. Les femmes les plus jeunes étaient âgées de 20 ans. Donc, pourquoi? Donc, ce sont des étudiantes voilà, qui ont attiré mon attention sur les viols, qui m'ont parlé de leur viol. Ils m'ont dit, voilà, j'ai été violée, etc. J'ai une copine haïtienne, voilà, qui a été violée. Donc j'ai décidé d'en savoir plus. J'ai décidé, voilà, je l'ai interrogé, je lui ai posé des questions sur le viol. On a réalisé un entretien approfondi. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes donc, pour compléter mes données qualitatives sur le vécu du viol. Et vous avez produit... J'ai pas fini, donc j'ai publié, mon premier article j'ai publié un bouquin sur le viol, un bouquin qui contient plusieurs centaines de pages. J'ai publié 2 articles. Le premier article a été traduit en 5 langues, en anglais, en espagnol,
en portugais et en chinois et en japonais. La traduction anglaise est en cours de révision et actuellement le texte est en train d'être traduit en allemand. Et je viens comme ça, d'élaborer, comme ça, de participer à un ouvrage collectif en tant qu'éditeur principal. Cet ouvrage collectif réunit des auteurs de plusieurs pays, comme le Canada, la France, le Bénin, et le Cameroun, le Rwanda, voilà. Donc, j'ai collecté plusieurs chapitres d'ouvrage sur le viol. Et cet ouvrage qui réunit des auteurs d'horizons multiples va être publié cette année. Donc, vous faites un travail formidable. Il y a plusieurs publications là-dessus. Pour préparer cet entretien, je ne me suis pas basé sur le livre, mais je me suis plutôt basé sur l'article paru dans Études caribéennes en avril 2019, que je vais montrer à la caméra là, si on peut voir. Voilà. Et donc, l'article est intitulé « Les viols en Haïti, aspects psychologiques et sociologiques des crimes sexuels ». Alors, j'ai pris beaucoup de notes pour préparer l'entrevue. J'en ai vraiment pris. Je ne prends pas souvent comme ça. J'espère être assez ordonné pour pouvoir aborder tout ce que je voudrais sans pour autant non plus noyer les auditeurs dans un flot ininterrompu d'informations. Donc, on va y aller d'abord par commencer par définir ce que c'est le viol. Alors, dans le texte, on peut voir paragraphe 21, une des définitions que vous apportez, et je vais la lire. Oui. Le viol est un événement qui fait voler en éclats le sentiment d'existence, le sentiment de confiance, le sentiment de valeur et le projet identitaire d'une victime. Cette définition est intéressante parce que d'emblée, elle place l'enjeu sur la question de l'identité même de la victime. Et on verra par la suite que dans les conséquences du viol, il y a cette question identitaire qui vient tout de suite. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. L'objectif du violeur, ou la première conséquence du violeur, ce serait en fait de dénuer à la victime son humanité, et le but est atteint à partir du moment où la victime elle-même commence à se poser des questions sur cette humanité. Oui, et le but du violet, c'est-à-dire le violet n'est pas toujours conscient, voilà, et de son objectif, voilà, c'est paradoxal que cela puisse paraître, mais l'objectif du violet est de détruire la victime, de la détruire soit physiquement, parce qu'il y a des violeurs, voilà, qui tuent la victime pendant l'acte sexuel, pendant l'acte criminel ou après l'acte criminel, ou de la détruire symboliquement, c'est-à-dire parce que lorsqu'on est violé, on devient une autre personne, c'est-à-dire on bascule dans un autre monde, on devient une personne anormale. Les femmes se définissent à l'issue de leur viol comme une personne anormale, c'est-à-dire elles ont perdu leur identité de femme normale, leur identité super normale, si on ose le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire, le viol a fait pas de la femme, je dirais, son humanité, parce qu'il y a des femmes qui deviennent, voilà, méchantes, non seulement envers elles-mêmes, mais également envers tout le monde, notamment les hommes. C'est-à-dire, elles veulent faire souffrir, c'est-à-dire c'est sentiment de vengeance. On m'a fait mal, donc je dois faire du mal aux autres, notamment aux hommes, parce que les hommes sont méchants, quelqu'un m'a fait du mal, donc je ne fais plus confiance aux hommes, voilà. Et je me souviens d'une femme elle était responsable de la formation de jeunes enfants, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Au lieu de ces enfants, elle les faisait souffrir. Elle les faisait souffrir parce que elle leur demandait de faire des exercices difficiles, voilà, qui n'avaient rien à voir avec le niveau de développement cognitif à l'époque. C'était juste pour se venger, c'est-à-dire, elle a dit, voilà, elle a banalisé les mal. Donc, on lui a fait souffrir, on lui a fait du mal, donc elle s'est mise en quelque sorte dans la peau de son violeur. Elle s'est comportée comme son violeur en faisant du mal
à des jeunes enfants. Et donc, ce viol altère profondément la nature de l'individu, de la victime. C'est qu'il fait passer quelque part vers une autre personnalité, l'amenant à faire du mal, à se venger. Mais est-ce que cette attitude nouvelle que la victime va développer peut-elle être considérée quelque part comme une sorte de mécanisme de défense lui permettant au final de continuer à vivre et de donner un sens à sa vie après l'agression dont elle a été victime? Je crois que oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire ces attitudes, je dirais, violentes et auto-violentes, ces processus de détérioration de soi, et du soi matériel ou somatique, s'inscrit dans le cadre d'un processus général, global de reconstruction de soi. Parfois, on se fait mal, c'est pour se purifier, voilà. Donc, ça fait partie d'une étape de la vie, je dirais, post-viol, parce que les femmes qui se comportent comme ça, voilà, ne manifestent pas ces comportements de manière permanente. C'est-à-dire, pendant une certaine période de leur vie, elles sont méchantes envers elles-mêmes, elles font du mal aux autres, mais au bout de certain temps, voilà, elles changent de comportement. C'est-à-dire, il s'agit, voilà, donc, et puis pour moi, donc, l'agression envers soi-même et envers les autres s'inscrit dans un processus de purification de soi. C'est-à-dire, le fait, par exemple, de se faire mal, de se blesser, voilà. Bien entendu, très peu de femmes se comportent ainsi, parce que les conséquences du viol varient d'une victime à l'autre. C'est-à-dire, donc, c'est le sens qu'on accorde à cet événement criminel, voilà, donc c'est vraiment variable, ça varie d'une femme à l'autre, et toutes les femmes ne se comportent pas de manière agressive et auto-agressive et à l'issue d'un viol. C'est-à-dire, il y en a, voilà, qui, par exemple, qui se cloîtrent, c'est-à-dire qui se coupent du monde social, qui restent chez elles dans le cocon familial pour prendre soin d'elles-mêmes, hein, pour se soigner, voilà, au lieu, voilà, de faire du mal aux autres, au lieu, voilà, même si, parce que c'est très difficile, voilà, de s'en sortir à l'issue d'un viol, parce que on fait partie d'un nouveau monde, c'est-à-dire le viol impacte la vision du monde de la personne, que j'appelle la vision polyanisante du monde, c'est-à-dire avant le viol, tout était OK et le monde était juste, mais après un viol, le monde est perçu comme injuste. Donc, il y a aussi le sentiment d'injustice, hein, parce que la majorité des victimes, voilà, donc, ne sont pas réparées, parce que pour obtenir réparation, il faut que le viol soit judiciarisé. Et comme on sait qu'on est cloué au silence après un viol, parce que le violeur te demande, voilà, de ne pas parler du viol, de te taire. C'est la loi du silence. Non? Le silence est d'or pour le violeur, mais le silence est de plomb pour les victimes. C'est-à-dire, quand on se tait, c'est dur. Et je me souviens d'une femme qui m'a dit, voilà, je me sens légère comme une plume après t'avoir accordé cet entretien. Parce qu'avant, voilà, donc ce silence m'a fait, voilà, plus de mal que le viol. Donc, j'ai décidé de parler. Et si les gens ne reconnaîtraient pas, ne reconnaissaient pas ma voix, je t'autoriserais, voilà, à diffuser, voilà, mon entretien sur voilà. Aujourd'hui, quand on parle de violence sexuelle, quand on parle de viol, il y a des pays qui sont en tête de liste. Il y a la République démocratique du Congo, depuis une vingtaine d'années, voire plus, depuis 25 ans. Il y a aussi Haïti, malheureusement, où on parle beaucoup de ces cas-là. Ça peut donner l'impression que c'est un phénomène qui serait lié au sous-développement ou aux afro-descendants ou à certains pays africains. Mais en fait, je voudrais attirer l'attention sur un film un film documentaire qui a été diffusé sur TV5 notamment, et intitulé « Viol de guerre, 70 ans d'histoire d'une arme taboue ».
Et dans ce film, on apprend par exemple que en 1945, lors de la libération, les troupes soviétiques comme les troupes alliées ont copieusement violé des femmes allemandes. Il y a des Français qui ont violé des Italiennes. On se rend compte qu'en Serbie, lors de la guerre civile, le même phénomène s'était retrouvé. Et dans le documentaire, il y a une femme qui dit cette phrase: la spécificité de la guerre pour les femmes, c'est que c'est leur corps qui souffre. Et donc ce film fait un lien entre les violences sexuelles avec la guerre, mais Haïti par contre n'est pas en état de guerre officiellement. Et dans l'article, vous dites que le nombre de cas de viol ont augmenté en 2004 avec le départ de Jean-Bertrand Aristide. Et aussi, on a observé un pic après 2010, après le tremblement de terre. Est-ce que les modalités dans lesquelles les viols surviennent à Haïti sont-elles superposables ou comparables à ce qu'on observe dans des zones de guerre, comme par exemple au Congo-Kinshasa? Ouais, au Congo, c'est par exemple il y a une communauté qui s'appelle Kivu, une communauté qui regorge de ressources naturelles comme l'or, le diamant, etc. Donc, et on a armé voilà, des gens voilà, pour pouvoir exploiter tranquillement voilà, ces ressources. Donc, le viol dans cette contrée-là est considéré, voilà, donc c'est comme une âme de guerre. C'est comme au Rwanda, par exemple, le viol a été une âme de guerre au Rwanda, une âme utilisée par le gouvernement génocidaire pour détruire physiquement, et moralement, psychologiquement les femmes tutsis. Donc, dans ce cas-là, je pense que alors, tous les viols se ressemblent parce que l'objectif du criminel sexuel ou bien des personnes qui les ont incités à violer des femmes voilà, est de détruire ces femmes et leur communauté parce que c'est détruire symboliquement la communauté d'appartenance de ces femmes et à laquelle ces femmes auxquelles ces femmes appartiennent. Donc en Haïti par exemple, c'est-à-dire lorsqu'il y a une situation chaotique, lorsqu'il y a un chaos social, politique, économique, alors, les hommes en profitent voilà, pour violer des femmes. Par exemple, en 2004, après le départ forcé d'Aristide, donc les femmes donc, ont été violées voilà, de façon massive, nombreuse, parce qu'il y avait une situation chaotique. Donc les violeurs en ont profité donc, pour dévorer la chair des femmes, au sens symbolique et pourquoi pas réel. Donc, c'est-à-dire, en 2010, par exemple, il y a eu le nombre de cas a augmenté. Pourquoi? Parce que la population, je dirais la gente féminine, faisait face à une situation de vulnérabilité sociale, économique et spatiale. Les femmes ont perdu leur maison, et qu'on n'a plus de maison, on est dans la rue, dans des camps de fortune, d'abri de fortune. Eh bien, on est accessible aux violeurs, on se fait violer facilement. On se fait également violer par des policiers, c'est-à-dire des gens qui devraient nous protéger, hein, nous violent, violent ces femmes. Donc, c'est-à-dire l'objectif, la situation ne sont pas toujours, les situations se ressemblent, ne sont pas tout à fait, sont aussi différentes les unes des autres, mais l'objectif du violeur, voilà, n'est pas toujours. Il y a quand même un élément commun entre les objectifs qui animent les violeurs, qui poussent les violeurs à passer à la criminalité, c'est détruire. Il y a également cette dimension-là, la dimension eudoniste et eudémoniste du viol, c'est-à-dire cette jouissance dont on veut jouir, c'est-à-dire sexuellement, on veut profiter de ces femmes, de ces nourritures succulentes. Il y a aussi la métaphore je dirais militaire, donc il faut détruire le vagin, il faut briser la femme, etc. Il faut la manger. Donc le viol en Haïti, n'est pas comment on dit ça, une arme de guerre, mais c'est plutôt un crime contre la femme, contre l'humanité de la femme. Donc, le viol est plutôt au service de la domination masculine, de l'oppression masculine, au service d'une société machiste. Donc, ce qui se passe au Congo, ce qui s'est passé au Rwanda, voilà, donc ces viols qui sont produits là, donc, dans ces contrées-là, ressemblent plutôt à une âme de guerre. C'est-à-dire le viol est une âme de guerre, voilà. Il s'agit de détruire des femmes au Rwanda
Allô? Allô? Il y a un problème? Non, Oui, non, ça va. au Tout Rwanda va bien. et au Congo, il s'agit voilà, de détruire les communautés auxquelles appartiennent ces femmes. Il s'agit aussi de décourager, comment on dit ça, et les hommes, par exemple, de pousser les communautés, les hommes et les femmes à abandonner les communautés pour que voilà, les pierres, voilà, ça donne tranquillement à les activités voilà, de destruction de la nature, voilà, parce que lorsqu'on exploite ces ressources naturelles, on détruit la nature. Donc, ces hommes ne veulent pas seulement détruire la nature, mais ils détruisent également des hommes, c'est-à-dire les habitants de cette contrée-là, afin qu'ils puissent, afin qu'ils puissent échapper, si vous voulez, voilà, donc, à la vue, à la perception des acteurs, voilà. Donc, il ne faut pas se faire voir. Donc, il faut que les gens partent et voilà, disparaissent. Il faut les détruire, voilà, même physiquement, pour pouvoir s'adonner, voilà, à ces activités, je dirais, à ces activités des, des, d'excavation, c'est-à-dire voilà, d'excavation. Quand on lit votre article, il y a un paradoxe qui saute aux yeux. De la part des violeurs, il y a de la honte à avouer qu'on a été violeur parce qu'il y a même un terme créole qui est péjoratif pour désigner le violeur. Je l'ai noté, c'est le terme kadéjaké. Alors, le paradoxe, c'est comment dans une société où le fait même d'être agresseur sexuel est mal perçu et difficilement avouable, comment est-ce que dans ce contexte-là, les actes prolifèrent quand même, alors que dans la société, c'est quelque chose qui, normalement, fait partie des tabous, fait partie de ce qui est honteux. Oui, parce que le thème est péjoratif, hein, le thème Kadéjaker, voilà, donc un Kadéjaker, c'est violeur, c'est un thème extrêmement péjoratif en créole haïtien. Alors pourquoi, malgré le caractère péjoratif de ce thème, les hommes continuent à violer? Les hommes continuent de violer, la raison l'explique, c'est l'impunité, le climat d'impunité qui règne en Haïti ou bien sur Haïti, parce que même si le violeur se fait prendre, il ne va pas se faire facilement emprisonner, c'est-à-dire on ne va pas facilement l'emprisonner, et même si on le met en prison, donc il pourra en sortir, voilà, en donnant de l'argent, soit au major de la prison, ou bien voilà, donc quelqu'un, voilà, un grand monsieur ou bien une grande dame peut décider de le faire libérer, voilà, donc c'est dire, la peine, c'est très difficile, voilà, de faire subir à un violeur en Haïti une peine d'emprisonnement. Donc, et puis la loi du silence, ça dit quand une femme est victime de viol, elle est clouée au silence. Hein. Elle est clouée au silence par les violeurs, c'est-à-dire le violeur dit voilà, si tu en parles, je vais te tuer. Donc, il faut garder le silence, garder le mutisme autour du viol que tu as subi. Et puis, il y a l'impact du viol sur les sentiments moraux d'une victime, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité, de honte, etc., empêche cette victime de briser la loi du silence, de dire voilà, j'ai été violé. Parce qu'on a honte d'avoir été violé. C'est-à-dire, alors que ce sentiment, c'est le violeur qui devrait pouvoir, comment dire ça, l'éprouver. Et pourtant, c'est la victime qui fait face voilà, à ce sentiment de honte comme la culpabilité ou bien la honte. Donc, il y a d'autres raisons qui poussent. Et puis, voilà, donc, et puis c'est la vulnérabilité des femmes. Et puis, par exemple, il y a les viols conjugaux, c'est-à-dire le viol conjugal n'est même pas considéré comme un viol en Haïti, c'est-à-dire une femme mariée n'a pas les droits de dire non. Donc, il faut qu'une femme ne veut pas. Même les hommes très éduqués, voilà, pensent qu'une femme mariée, pensent que les femmes ne doivent pas leur dire non. Donc, c'est-à-dire les violeurs n'est pas toujours conscient de son acte criminel. Il y a des violeurs, des jeunes violeurs qui pensent que, parce que, comment on dit ça, le viol, c'est-à-dire le caractère permanent, c'est-à-dire de cette pratique criminelle, est liée également à à sa faible conceptualisation par les criminels sexuels, par certains criminels sexuels. Il y a des hommes qui pensent que voilà, une femme qui a eu des rapports sexuels, une femme dévirginisée, cette femme-là, on ne peut pas la violer. Il y en a qui pensent que le viol, c'est quelque chose qui se produit avec beaucoup de violence physique. C'est-à-dire, si on ne mord pas la femme, si la femme n'est pas blessée, cette femme-là n'est pas violée. C'est-à-dire, voilà, donc il y a un problème d'éducation. Donc, c'est-à-dire, si on éduque
les hommes, voilà, à la prévention primaire du viol, voilà. Et je pense que cela va contribuer à la réduction du nombre de cas de viol. Cela va leur permettre d'avoir une plus grande compréhension du viol. Cela va leur permettre d'être en mesure de conceptualiser ces phénomènes criminels. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, malgré le caractère péjoratif du terme cas de Jacques. Et même en Occident, c'est-à-dire les violets, voilà, c'est pas un beau nom, non. Quand tout le monde sait qu'il est violé, etc. Et après, quand tout le monde est au courant de son acte criminel, on a honte, voilà, on se sent un peu coupable, à mon avis. Donc, et quoi que ça, les hommes continuent de violer. Donc, parce que la société globale, la société est machiste, et que l'on soit au nord aussi dans la société, voilà, n'encourage pas les femmes à porter plainte pour viol. Par exemple, en France, 90% des femmes violées ne portent pas plainte pour viol, d'après plusieurs enquêtes. Donc, c'est-à-dire, c'est une infime minorité de femmes qui portent plainte pour viol. C'est-à-dire, une femme qui porte plainte pour viol est une héroïne, c'est pas n'importe quelle femme. Et elle est souvent soupçonnée d'avoir menti, parce qu'on pense que, voilà, quand on est violé, on ne doit pas en parler, parce qu'on est, comment on dit ça, on fait face, voilà, à des sentiments, voilà, je dirais, de culpabilité et de honte, des sentiments, voilà, qui nous dissuadent, voilà, de briser le mur du silence. Ouais. En effet, dans cette manière de ne pas conceptualiser ou de ne pas comprendre ce que c'est le viol, vous avez dans l'article rencontré des violeurs. Et il y en a pour qui, effectivement, c'était clair qu'une femme qui n'est pas vierge, on ne peut pas l'avoir violée. Parce que oui, c'est supposé qu'elle est déjà sale, entre guillemets, donc on ne la rendrait pas plus sale. Et puis ça peut faire sourire, mais c'est pas l'apanage forcément de personnes non éduquées, comme vous l'avez souligné là. Je vais raconter une histoire et on peut vérifier ça par ceux qui nous écoutent. En 2011, à la suite de l'affaire Dominique Strauss-Kahn au Sofitel de New York, alors, ça peut paraître un peu bizarre. Donc, l'ex-mari de sa femme de l'époque, l'ex-mari de la femme de Dominique Strauss-Kahn de l'époque, oui, Ivan Levy, qui était journaliste, a écrit un livre sur l'histoire. Et il est passé à la radio sur France Inter dans l'émission Comme on nous parle, si ma mémoire est bonne. Et là, il a déclaré, Monsieur Ivan Levy, journaliste d'un certain âge, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas avoir de culture ni d'éducation, il a déclaré à la radio, pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait une arme, un couteau. Donc c'est une conception assez répandue. Les auditeurs peuvent vérifier. Je crois que l'émission est encore disponible en podcast sur le site de la radio France Inter. Donc c'est des conceptions qu'on peut retrouver dans n'importe quelle strate de la société, effectivement. Oui. Et puis je voudrais ajouter que le fait que la nature où Dieu, voilà, a doté les hommes des moyens de défense, voilà. Et comme le déni, voilà, ça empêche, il dit, voilà, j'ai violé, j'ai pas violé, voilà, non, on nie avoir été violé une femme, et puisqu'on nie l'avoir fait, donc on peut continuer, on peut recommencer, voilà. Le sentiment, le déni, voilà, la dénégation, les stratégies de défense, voilà. Il y en a beaucoup, non, auxquelles recourent les violeurs, voilà, pour, voilà, occulter, voilà, pour nier, voilà, donc pour recommencer, pour récidiver, parce que, voilà, rien ne s'est vraiment passé parce que je n'ai rien fait, elle était consentante. Et il y a aussi cette histoire de consentement qui, dans l'esprit de certains hommes, n'est pas très claire, parce qu'ils en arrivent à prendre le silence de la personne agressée comme un consentement. Alors que justement... Et ce silence est à l'origine du sentiment de culpabilité chez beaucoup de femmes. J'aurais dû crier. Et ce sentiment de qui, c'est-à-dire, et parfois le silence, parce qu'il y a des violeurs qui sont tellement déterminés que si tu cries, tu vas te faire détruire, tuer physiquement, rapidement, immédiatement. En fait, ce silence-là, pour la femme, pour la femme à l'instant, c'est un moyen pour survivre, en fait.
sur l'instant, Oui, sur oui, le coup. une stratégie de survie, voilà, au moment, voilà, donc, au moment du déroulement de l'acte criminel. Alors, je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant que je reçois le professeur Aubrien Damus et nous parlons des conséquences des viols à Haïti. Professeur Aubrien Damus, au début de l'entretien, vous avez dit avoir rencontré plusieurs femmes entre 20 et 60 ans, 61 ans. En dehors de l'âge ou en dehors de la vulnérabilité socio-économique, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ou est-ce qu'il y a un profil des femmes qui seraient susceptibles d'être agressées sexuellement à Haïti? Oui, oui. Et ce sont les femmes qui vivent dans les quartiers populeux. Alors, j'ai écrit populaire, c'est pas un vrai mot, parce qu'on est populaire lorsqu'on est aimé par le peuple, on est connu au sein du peuple. Là, populeux, ça dit que les quartiers où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans les quartiers populaires, voilà, ces femmes sont vulnérables parce que la contiguïté des maisons, et puis et dans les quartiers populaires, les maisons ne sont pas séparées par des murs, voilà, il n'y a pas de mur, je dirais, mitoyen entre les maisons. Donc, ça facilite, hein, voilà, donc, le travail du voisin, voilà, parce que le viol du voisinage, hein, le viol de proximité, voilà, est se répète souvent dans les quartiers populaires. Donc, et puis les femmes les plus vulnérables, c'est pas seulement les femmes qui vivent dans les quartiers populaires, mais c'est souvent les femmes, les femmes salariées, parce que lorsqu'on travaille, pour trouver du travail, voilà, c'est pas facile de trouver du travail. Et il y a des patrons, voilà, qui se permettent, voilà, de violer les employés, voilà. Donc, et lorsqu'on est violé par son patron, c'est très difficile de porter plainte. Nous sommes, on a honte, on se sent coupable. Et puis on dit, voilà, on n'a pas d'argent, voilà, on ne peut pas engager, on ne peut pas s'inscrire, voilà, dans une démarche judiciaire parce qu'on n'a pas d'argent pour payer un avocat et les patrons peuvent soudoyer les juges, peuvent payer des avocats, etc. Donc, et puis le patron peut également acheter le silence de la victime. Il dit, voilà, on te paye, on te donne de l'argent et tais-toi, etc. Donc, souvent, c'est les femmes les plus pauvres, hein, voilà, les femmes les plus pauvres, à mon avis, sont celles qui sont exposées le plus au viol, aux différents types au viol, notamment au viol commis par des inconnus. Par exemple, il y a des femmes, voilà, qui se font violer par plusieurs gaillards, par plusieurs hommes dans la rue, le soir ou bien le matin. Les femmes, par exemple, les petites vendeuses à la sauvette, les femmes, les marchands ambulantes qui doivent sortir très tôt le matin, subissent souvent un viol, des viols commis par des inconnus. Voilà. Donc, et puis, les viols, c'est produit n'importe où, voilà, parce qu'on peut être violé par n'importe qui. On peut être violé n'importe où, n'importe quand, mais donc, entre les femmes, il y a des inégalités devant les viols, devant la possibilité d'être violées. Donc, c'est les femmes les plus pauvres. Voilà. Et ce sont les femmes les plus pauvres qui osent souvent briser les murs du silence parce qu'en termes d'estime, en termes d'image, elles n'ont pas beaucoup de choses à perdre. Donc, parce que les femmes les plus cultivées, voilà, taisent les faits. Hein. Elles ne veulent pas, voilà, comment on dit ça, jeter l'opprobre sur leur famille, voilà, elles ne veulent pas se faire connaître, elles ne veulent pas, c'est-à-dire, elles savent, voilà, que si elles parlent de leur viol, hein, elles vont être stigmatisées, voilà, elles ne vont pas se faire connaître. Donc, et pourtant, ce sont ces femmes-là qui devraient, voilà, contribuer au développement d'une véritable culture de la judicialisation du viol. Donc, pour le violeur, il est quelque part plus sécurisant de violer une femme riche et cultivée qu'une femme pauvre, parce que la femme riche et cultivée aura tendance à vouloir cacher ça parce que c'est une honte suprême et ne voudrait pas que sa famille soit éclaboussée. Voilà. Pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, avec la fausse conceptualisation du... Mais il faut le dire, les femmes riches ne sont pas trop vulnérables aux violeurs. Hein. Les femmes riches, voilà, sont souvent très protégées, hyper protégées par leur entourage. Voilà. Mais quand ça arrive, c'est quelque chose dont on ne parle quasi jamais. Non, elles taisent les faits. C'est la loi du silence, silence des cimetières.
D'accord. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la mauvaise conceptualisation du phénomène, vous écrivez dans l'article, quelle que soit la façon dont il a été commis, le viol est un lieu de confrontation avec la mort. Donc c'est peut-être l'occasion de rappeler que même dans la mesure où il n'y a pas eu de menace physique directe avec arme à feu ou avec arme blanche, le viol en soi est une confrontation de la victime avec sa mort physique ou sa mort sociale. Et que l'absence de menace apparente ne peut pas être une excuse pour l'agresseur. Oui, même si l'agresseur n'est pas muni d'une arme à feu, comme on aime appeler, comme par exemple d'une arme de 9 mm, voilà, la victime est persuadée, voilà, qu'elle va mourir pendant les viols ou bien après les viols. C'est-à-dire, c'est un acte de confrontation avec la mort. C'est-à-dire, on sait qu'on va mourir. Et je pense que le fait de tomber en syncope est une stratégie de survie. Il y en a, voilà, qui perdent connaissance, voilà, pour ne pas se voir mourir, pour ne pas se regarder en train de mourir, voilà. Et effectivement, elles savent voilà, qu'au moment du viol, voilà, si on résiste, on peut se faire tuer. Il dit, voilà, si je résiste, j'ai risque de recevoir un coup mortel. Cela peut arriver. Donc, et puis, même si la personne ne meurt pas physiquement, elle meurt du point de vue symbolique, c'est-à-dire parce que quand on est violé et on acquiert une nouvelle identité, voilà, un nouveau statut, le statut de femme, celui de femme violée, celui de femme anormale, ouais, c'est-à-dire on n'est plus comme avant et on ne peut pas redevenir comme avant, c'est-à-dire on fait partie du nouveau monde, le monde des femmes violées, et on peut, il y en a, la majorité d'entre elles m'ont dit, voilà, on ne peut pas oublier son viol, il faut vivre avec, on ne peut pas l'effacer. Ouais, donc c'est ce sentiment-là d'avoir été souillé par les violeurs, ce sentiment de salissure, voilà, de souillure, c'est l'un des sentiments négatifs qui affectent les victimes. C'est-à-dire, et il y en a, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y en a qui se lavent de manière compulsive, hein, le vagin, le corps, etc., envie de se débarrasser de l'odeur du violeur, voilà, des substances corporelles du violeur, comme le sperme, la salive, le sang, etc. Donc oui, c'est une confrontation avec la mort. C'est-à-dire, quand on est violé, c'est-à-dire, une femme violée, c'est une femme qui est morte. Il a vu le diable, il faut que cette femme renaisse, revienne à la vie. Et pour ce faire, elle doit s'inscrire dans un processus de reconstruction de soi. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette reconstruction de soi. Par exemple, il y a le fait de lire, de suivre une formation, et les associations y contribuent également. La religion, parce que la religion, voilà, participe à la reconstruction des victimes. C'est-à-dire ces victimes ont acquis un nouveau corps, un corps spirituel, qui leur permet d'être en contact avec la divinité, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, etc. Donc, c'est-à-dire, mais ces femmes savent, voilà, donc, qu'elles ont perdu, voilà, donc, leur identité, qu'elles ont perdu à jamais leur identité de femme normale. Dans l'article, vous étudiez le viol en utilisant la théorie du rite de passage, avec 3 étapes: séparation, marginalisation et agrégation. Je voudrais juste vous entendre préciser, quand vous parlez de rite de passage, le rite de passage, il vaut pour le violeur, il vaut pour la victime ou il vaut pour les deux? Je le définis comme un rite de passage, un terme que j'ai emprunté à l'anthropologue, à l'ethnologue français Anna Van Gennep. Donc, ce rite de passage ne concerne pas les violeurs, mais les victimes. Et ce rite de passage a une structure ternaire pluripartite, à savoir la marge, la séparation, la marge et l'agrégation. La séparation, quand une femme est violée, cette femme
est séparée des femmes qui n'ont jamais été violées et qui ne seront jamais violées. La séparation, c'est cette femme acquiert une nouvelle identité, un nouvel statut. Donc, c'est-à-dire, cette femme a perdu son identité de femme normale. La femme se définit de manière constante comme une femme anormale. Voilà, je ne suis pas une femme normale. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est la séparation et la marge, c'est-à-dire, quand on est violé, on se coupe du monde social. Donc, les viols impactent. Et si tu veux, donc, si vous voulez, le sentiment, voilà, le sentiment d'existence de la personne. C'est-à-dire, les viols engendrent une crise existentielle, ne serait-ce que de manière provisoire, mais ça peut durer des années, voire toute une vie. Donc, et cette période d'image, c'est une période au cours de laquelle cette personne prend soin d'elle-même, reçoit des soins et voilà, auprès de son entourage, de ses réseaux amicaux, etc. Donc, c'est-à-dire la période d'image est nécessaire au processus de reconstruction de soi. Et voilà, donc du point de vue physique et psychologique, psychique, etc. Donc, cette période d'image-là, c'est-à-dire la personne se coupe du monde, c'est-à-dire la personne transforme, si vous voulez, son moi élargi en un moi réduit. Voilà, donc en se coupant du monde social, culturel, économique, etc. Donc, c'est durant la période d'image, la personne peut pleurer, la personne peut avoir envie de se suicider, peut se faire des idées suicidaires. Ouais, donc, parce que le viol a provoqué une commotion sociale, un bouleversement, une commotion psychique, un bouleversement psychique, c'est-à-dire la personne fait face à une crise identitaire parce que son identité féminine est altérée par les viols qu'elle a subis. Voilà. Et elle pense que voilà, qu'elle n'est plus une femme normale, qu'elle est une femme anormale. Elle pense, et puis il faut dire que les viols impactent également sa fonction sexuelle parce que durant la période d'image, la femme arrête cette activité sexuelle. Elle ne fait pas l'amour. Elle fera l'amour, voilà, si elle est besoin cultivée, quand elle aura fait un test de dépistage. Et il y en a qui mettent fin à leur vie sexuelle, qui ont mis fin à leur vie sexuelle. Tu dis, voilà, donc, je ne suis plus digne d'avoir des rapports sexuels avec un homme, ou bien avec mon homme, voilà. Donc, et les vécus de cette période d'image est complexe et le sens que les victimes attribuent au viol qu'ils ont subi dans cette période, ces choses-là varient d'une femme à l'autre. Donc, il faut interviewer plusieurs femmes pour comprendre les vécus de la période d'image. Il y a la période d'agrégation, c'est-à-dire on ne peut pas rester totalement, on doit mener une vie, je dirais, on ne peut pas mener de manière constante une vie monacale, on ne peut pas se couper du monde, se retrancher dans un monde personnel de manière constante. Il faut quand même revenir à la vie. Le retour à la vie est possible. Et il y a des facteurs qui expliquent, c'est comme le dit dans la période d'image, la femme prend soin d'elle-même, la victime prend soin d'elle-même, mais le fait de se soigner, voilà, va contribuer, voilà, comment ça, va aider cette femme à reprendre une vie normale, sociale, politique, sociale, économique et culturelle. Il y a aussi la religion, parce qu'il y en a qui disent, voilà, je vais à l'église, voilà, je vais prier, je vais me convertir, par exemple, au protestantisme, au catholicisme, ou bien à une autre religion. Ouais, donc la religion est l'un des facteurs qui contribue à la reconstruction de soi. Donc l'association, les associations, les religions agrègent la femme, si vous voulez, à leur communauté. Voilà, donc je dirais à leur communauté socio-linguistico-épistémique. Oui, pour reprendre un terme qui est dans l'article. Et donc oui, un terme compliqué, oui. Là, vous mettez donc en avant le rôle important que peut jouer l'entourage, que peut jouer le reste de la société dans la reconstruction de ces femmes qui ont été agressées. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas que la société juge les femmes victimes. Parce qu'une femme, quand on est victime de viol, on ne doit pas être traité comme... on ne doit pas se faire culpabiliser, on ne doit pas être culpabilisé par ses proches, par ses entourages, par la société. Donc, ce sont les violeurs qui ont tort.
et même si, voilà, c'est un viol, voilà, aurait pu être évité, voilà. Donc, quand quelqu'un dit, voilà, viens chez moi, et voilà, tu sens que cet homme a envie de faire l'amour, donc, si tu n'as pas envie de te faire sauter, tu ne vas pas chez cet homme. Donc, il y a des viols qui sont évitables, il y a des femmes qui sont vraiment naïves, mais même Ce n'est si pas, le viol qu'elle a subi était ça ne doit évitable, pas être une excuse. cette Ça ne doit femme pas être une excuse ni une n'est pas justification. coupable, voilà, n'est pas Exactement. coupable. Donc, il faut ce qu'on appelle la survictimisation, mais la survictimation, donc il ne faut pas survictimiser les victimes. Dire, voilà, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Parce que ça ne contribue pas au processus de restauration de l'estime de soi. Voilà. Vous me tendez une perche parce que c'était exactement la suite de l'interview. Donc, je rappelle à ceux qui nous retrouvent à l'instant que je reçois le professeur Aubryan Damus et nous parlons des agressions sexuelles, du viol notamment à Haïti, parce que c'est un phénomène auquel il a consacré une bonne partie de ses travaux scientifiques avec la publication des livres et des articles. Dans l'article dont nous parlons, justement, vous dites qu'il y a des sentiments qu'on retrouve qui vont être générés chez la victime après un viol. Vous en avez répertorié 10. Je vais les citer assez rapidement et puis je vais venir à la question sur la culpabilisation, justement. Donc, le premier sentiment, c'est le sentiment de destruction. Ensuite, il y a un sentiment d'insécurité ontologique. Ontologique, oui. Le sentiment d'imminence ou de proximité de la mort, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être un objet sexuel, le sentiment d'auto-exclusion du monde social, la mutation ontologique, le désir de vengeance, la dépossession de soi, le sentiment d'inhibition émotionnelle. Certaines personnes perdent connaissance au moment du viol. En clinique psychiatrique, cette perte de connaissance, qui est une réaction dissociative, est perçue comme un événement plutôt favorable pour la suite, parce que ces personnes arrivent généralement plus facilement, entre guillemets, à se reconstruire que celles qui gardent en mémoire tous les déroulements des événements. Ceux-là sont plus difficiles à soigner. Oui, parce que l'événement reste marqué dans leur psychisme, alors que celles qui ont perdu connaissance font comme ça une sorte de séparation entre leur vécu, ce qui est leur arrivé, ce qui leur est arrivé, entre l'avant et après, leur entre mort. l'antériorité et la postériorité du viol. Okay. Absolument. Et donc, dans le cadre de ce sentiment d'inhibition émotionnelle, on peut lire ceci. La culpabilité va instituer structurellement le sujet comme sujet de l'aventure traumatique. La conviction qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé peut la sauver de l'impensable. Elle peut raconter ainsi ce qui va devenir son histoire et accéder ainsi à une dimension symbolique. On a là une sorte de double mouvement. La personne culpabilise et puis s'appuie sur cette culpabilité pour finalement donner un sens à ce qui lui est arrivé. La question que je me pose, ce sens qui s'appuie sur une culpabilisation qui n'est pas justifiée, parce que on est bien d'accord, ce n'est pas la victime du viol qui est la cause de ce qui lui est arrivé. Ce qui est arrivé est imputable à quelqu'un qui l'a agressé et la honte doit être du côté de la personne qui l'a agressé, la culpabilité doit être du côté de la personne qui l'a agressé et non du côté de la victime. Et donc cette manœuvre de sens de la part de la victime en partant d'une culpabilisation qui n'aurait pas lieu d'être, est-ce que c'est quelque chose de positif? Première question. Deuxième question, est-ce que dans l'attitude de l'entourage, dans l'attitude de ceux qui doivent venir en aide aux personnes agressées sexuellement, est-ce qu'il n'y a pas intérêt, est-ce qu'il n'y a pas une importance à insister sur le fait qu'il faut absolument déculpabiliser les victimes et faire de la déculpabilisation le point de départ de toute reconstruction? Oui, merci pour ces belles questions, elles sont pertinentes. Hein. Alors, la culpabilité, c'est-à-dire chez les victimes du viol, le sentiment de culpabilité, voilà, donc
est commun à toutes les victimes de viol. On le rencontre chez toutes les victimes de viol, le sentiment de culpabilité. Un psychiatre comme Gérald Lopez, voilà, a essayé, voilà, c'est lui que tu as cité, de développer, voilà, et d'avoir une approche positive de la culpabilité. Donc, la culpabilité permet de mettre un sens sur l'événement, de mettre un mot sur l'événement, qui suivait l'événement, voilà, d'avoir un discours, voilà, de dire ce que j'ai vécu, d'expliquer, voilà, dire bon, voilà, j'aurais pas dû sortir cette soirée-là, parce qu'il y en a les femmes qui ont été violées en rentrant d'une activité carnavalex, hein. Dans l'histoire dans la nuit. Donc, voilà, donc si je me sens coupable, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le carnaval à Port-au-Prince est un événement social majeur et c'est vrai que quand on est là, on a envie d'aller suivre le défilé, d'aller écouter les musiciens. Ah, c'est avec ses périls, là, c'est avec ses périls, parce que c'est très, très dangereux, parce qu'il y a des lumpen prolétariats, voilà, qui vont au carnaval pour se venger, pour tuer, voilà, pour manifester les pulsions meurtrières, criminelles, etc. Et je dirais, réaliser, concrétiser. Donc, c'est très dangereux pour une femme, c'est vraiment dangereux de participer à une activité carnavalex, et notamment les soirs. Donc, oui, donc cette culpabilité, pour moi, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi elle se manifeste. C'est-à-dire, je pense que cette culpabilité, elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire cette culpabilité, mais on ne peut pas l'éviter parce que c'est le criminel qui devrait le ressentir ce sentiment de culpabilité. Malheureusement pas, c'est plutôt la victime qui se sent coupable d'avoir été violée, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mais ce sentiment, dans un premier temps, notamment dans la période d'image, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que ça permet à la femme de donner un sens à l'événement. Elle dit voilà, je suis sorti, je suis rentré tard, j'aurais dû me faire accompagner, je n'aurais pas dû rentrer tard, voilà, ou bien j'aurais dû rester chez moi. Et bien la prochaine fois, ça lui donne une certaine illusion, celle d'avoir un certain contrôle sur l'événement qu'elle a vécu, de dire bon, la prochaine fois, je ferai attention. La prochaine fois, voilà, donc je ne me ferai pas violer parce que j'éviterai, voilà, de sortir, voilà, toute seule, ou bien d'aller au carnaval, etc. Donc, mais les proches doivent aider cette victime, voilà, à se déculpabiliser. Les proches doivent avoir une approche déculpabilisante en viol. Dire non, c'est pas ta faute. Et même si tu as été chez Tom, même si tu es allé chez lui, et c'est lui qui t'a violé. Tu ne t'es pas fait violer, mais on t'a violé. Donc, tu ne dois pas ressentir ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, dans le cadre d'une approche, je dirais, psychologique, psychothérapeutique, donc il est très important de travailler, voilà, sur ce sentiment moral qu'est la culpabilité, voilà, ressentie, voilà, par les victimes. Donc, quand la victime se culpabilise, donc, il faut la laisser s'exprimer et dire ok, très bien, la prochaine fois tu feras attention, mais c'est pas ta faute. Donc il faut l'écouter, il faut la prendre dans le sens du poil, voilà, donc, tout en s'empêchant de la culpabiliser davantage, de la survictimiser, si j'ose le dire comme ça, donc, et le sentiment de culpabilité, donc il faut pas la nier, donc il faut l'accepter, il faut réfléchir sur ce sentiment de culpabilité parce que ce sentiment est commun à toutes les victimes. On ne sait pas pourquoi, parce que ces sentiments leur permettent, voilà, de donner un sens au chaos existentiel vécu, c'est qu'elle est viol, hein. Vous dites, paragraphe 14 de l'article, vous pointez du doigt la naïveté de certains thérapeutes, de certains psychologues, qui vont avoir tendance à banaliser ou à dédramatiser le viol avec des termes du genre c'est la grande mode, c'est pas normal. Vous parlez de naïveté, moi j'ai envie de la part des thérapeutes, des psychologues, de parler carrément d'incompétence parce que quand on reçoit un client ou une cliente qui a été victime d'agression sexuelle, avoir cette attitude est totalement contre-productive. Et vous mettez en avant cela, vous pointez du doigt cette attitude
Et c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler que voilà, le viol, c'est pas quelque chose de banal, c'est une confrontation à la mort et toute action, toute attitude qui irait dans le sens de minimiser ou de banaliser ne vient pas en aide à la victime. À la victime. Il ne faut ni dramatiser ni dédramatiser. Et ça, vous le dites bien dans l'article, mais en même temps, vers la fin de l'article, page 69, et je vais vous citer, vous écrivez, on est dans la conclusion quasiment là, vous écrivez, je vais vous citer, il faut donner une deuxième chance à certains violeurs en les soignant et en les aidant à se réintégrer dans la société. N'est-il pas urgent d'élaborer des manuels de prévention du viol à l'intention de nos jeunes et de nos adultes dans le cadre d'un programme d'éducation à la paix dont l'objectif principal est de réduire les ravages du monstre à mille visages que constitue la violence? Alors là, moi, je vous retourne le terme, professeur. Est-ce que c'est pas vous qui êtes naïf en ce moment-là? Parce que si il suffisait d'éduquer les gens pour que le monde se porte mieux, ça se saurait. Il y a des problématiques dans le comportement des gens qui sont liées à leur personnalité, à des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'emprise. Alors, tu as mal interprété, voilà, donc tu as exagéré, donc oui. Alors, l'éducation à la prévention du viol, c'est pas pour supprimer les viols, parce que les viols est un fait social. Donc, c'est-à-dire, les viols n'existent pas tous. Les viols, on peut parler de pandémie des viols, c'est comme une pandémie. Une pandémie, voilà, c'est un problème mondial. Alors, on ne peut pas supprimer les viols, mais on peut réduire, voilà, certains actes sexuels criminels. Donc, si le jeune homme, voilà, suit un cours d'éducation sexuelle, ou voilà, le déroulement duquel on lui dit, voilà, il ne faut pas violer, voilà, parce que ça a des conséquences, etc. On lui explique tout ça. Et bien, il y en a qui vont s'empêcher de violer. Il y en a, pas tous. Ouais. C'est juste pour réduire. Oui. Ouais. C'est vrai, c'est bien d'insister que certains vont être empêchés. Il y en a qui ne pourront pas s'empêcher parce qu'il y a des déterminants d'ordre psychopathique et autres sur lesquels l'éducation n'aurait pas d'emprise, mais c'est vrai que c'est un mouvement à plusieurs temps. Il faut éduquer, mais il faut aussi que les personnes qui ont été convaincues de viol soient jugées, soient condamnées et qu'ils purgent leur peine. Parce que une société qui se comporte comme si violer, c'est pas grave. Le deuxième chance de violer, c'est pas le laisser dans la nature. C'est-à-dire, la personne va être jugée, puis emprisonnée, mais après, voilà, donc on l'accepte, on essaie de l'intégrer, voilà, de l'agréger à la société, voilà. C'est ça, de donner une deuxième chance. Parce que si on accepte le violeur, voilà, qui a subi une peine, ce violeur n'aura peut-être pas envie, voilà, de récidiver. Parce qu'en France, par exemple, on ne donne pas une seconde chance au violeur. Bon, aux violeurs pauvres, bien sûr, parce que les grands violeurs, voilà, donc ils n'ont pas de problème ici. Donc, ces violeurs-là, les violeurs en France ont tendance à récidiver. Ce sont des violeurs, des personnes, des criminels multirécidivistes. C'est-à-dire qu'au Canada, donc, ils ont tendance à... Ils récidivent moins au Canada qu'en France, parce que le Canada leur donne une seconde chance. Professeur Damus, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est un mot de remerciement. Merci de m'avoir accordé cet entretien où voilà, j'ai discuté, voilà, débattu des questions fort pertinentes. Donc, vous avez, voilà, en m'interrogeant, vous avez contribué, si vous voulez, donc, à la promotion de mes travaux sur le viol. Je pense que ces entretiens, voilà, donc, et c'est notre premier entretien, mais il faut continuer, voilà, à réaliser d'autres entretiens sur le viol et pourquoi pas sur d'autres thèmes, parce que moi, je bosse sur des thèmes multiples. Je ne peux pas faire la même chose. J'ai un cerveau, voilà, je dirais multi-unique, plusieurs cerveaux, donc il faut faire plusieurs choses donc, pour pouvoir exploiter ses capacités cérébrales. Donc, j'attends les questions parce qu'on n'a pas pu répondre de manière, je dirais, comment on dit ça, approfondie, voilà, à toutes les questions. Donc, les personnes, notamment les femmes qui
qui veulent en savoir plus, voilà, peuvent m'écrire, peuvent m'envoyer leurs questions et auxquelles je répondrai avec plaisir. Donc nous allons en post-production indiquer votre adresse de courriel et comme ça toutes les personnes qui souhaiteraient engager la discussion avec vous sur ces questions et sur tant d'autres seront les bienvenus. Merci professeur Damus et à la fois prochaine. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes à l'écoute de Paroles de Psy et notre émission d'aujourd'hui est consacrée aux violences sexuelles. Quelle doit être la prise en charge d'une personne victime de viol ou d'autres violences sexuelles? La prise en charge d'une victime de violences sexuelles est multidimensionnelle. Il y a un volet médical et un volet psychosocial auquel s'ajoute un volet légal car ces actes de violence sexuelle sont considérés comme des crimes et sont généralement punis par la loi dans la plupart des pays. Peu importe l'intervenant dans le dossier, il y a un minimum d'attitude à observer face à une victime de violence sexuelle. Le premier enjeu dont il est question est celui de la confidentialité. Rien dans l'attitude, dans l'organisation, dans l'espace où se présentent ces victimes ne doit permettre d'identifier la nature du travail qui est effectué. Les personnes qui s'occupent des victimes de violences sexuelles devraient donc éviter un quelconque signe informant sur leur travail contre les violences sexuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne réagit différemment au traumatisme du viol selon sa personnalité, ses antécédents et selon les circonstances de l'agression et selon également les paroles ou l'attitude du premier intervenant. Cependant, il y a des symptômes communs depuis l'agression jusqu'au processus de reconstruction. Pour chaque survivant, le viol représente une cassure complète dans sa vie qu'elle ou qu'il ne pourra jamais oublier. La réaction immédiate peut se caractériser par un refus de la réalité et un état de choc émotionnel qui peut s'exprimer par des attitudes extrêmes qui sont les pleurs, les sanglots, l'agitation ou une apparence faussement calme. Cette période peut durer quelques semaines. Les sentiments de honte, d'humiliation, de souillure irréparable, de culpabilité peuvent provoquer des troubles de sommeil, des troubles de l'alimentation, l'impossibilité de se concentrer, de prendre des décisions, des difficultés à exécuter des tâches journalières. Dans l'étape suivante vers la reconstruction, on note un bouleversement du mode de vie, dans le travail, dans le logement. Le sujet peut avoir tendance à s'isoler, tandis que les peurs et le cauchemar persistent. La personne survivante peut oublier et se réorganiser, essayer de nier, de rationaliser, de refouler, mais la détresse peut refaire surface sous forme d'une grave dépression avec perte de confiance en soi et dans les autres. Cette période qui peut durer quelques mois, au cours de cette période qui peut durer quelques mois, il faut encourager les sujets par des suggestions pratiques et évaluer avec lui ce qu'il peut attendre des autres et éventuellement l'accompagner dans la procédure. La participation à des groupes d'écoute, à des groupes de parole, à des groupes de femmes ou à des groupes d'hommes survivants de viol peut s'avérer utile. Ici, l'intervenant qui s'occupe
de la personne victime peut être du secteur médical, donc médecin, infirmier, ou alors du secteur social, ou encore peut être membre du système judiciaire. Ça peut être un policier, ça peut être un avocat, ça peut être un magistrat. Dans tous les cas, quel que soit l'intervenant qui est en interaction avec la victime, il y a des attitudes qu'il faudrait avoir. Ce qu'il faut faire face à une victime de violence sexuelle, c'est d'abord de se présenter. Il faut décliner son identité, expliquer son rôle et les objectifs vis-à-vis de la victime, en prenant soin de lui expliquer également les contraintes et les limites de l'appui que vous pouvez fournir. Il ne faut pas susciter de faux espoirs chez la survivante. Il faut être rassurant et attentif, veiller à ce que la personne se sente en sécurité et dans le calme pendant l'entretien. Gardez à chaque moment une attitude de respect, de patience et de compassion envers la survivante. Évitez toutes les questions, commentaires, attitudes susceptibles de nuire, de stigmatiser, d'exposer ou de traumatiser à nouveau la survivante. Il faut également donner du temps. Laisser à la survivante l'initiative de raconter elle-même son histoire à son propre rythme. Posez-lui des questions pertinentes, évitez cependant des redites. Il faut rencontrer la survivante en privé, sauf si celle-ci demande expressément un accompagnateur de son choix. Si la survivante est mineure, elle peut être accompagnée d'un parent ou d'un tuteur. Croire aux faits tels qu'ils sont rapportés par la survivante, éviter de juger, de blâmer la survivante ou même de douter de son histoire. Accepter son anxiété souffrante, sa colère, sans consoler ni contribuer à son éventuel refus d'admettre qu'elle a été violée. Faciliter l'expression de ce qu'elle a vécu et ressenti. Encourager la survivante à parler de l'agresseur, à le décrire, à décrire son comportement, ses paroles et ses gestes. Permettre à la survivante d'exprimer sa principale demande d'aide. Chercher à comprendre quelles sont ses craintes aujourd'hui, santé, travail, logement, par rapport à l'agresseur, la possibilité de représailles, la peur d'une nouvelle agression, et par rapport à son compagnon éventuel, par rapport à ses proches. Essayer de l'aider à comprendre les réactions de ses proches. Il faut informer la survivante sur la loi et sur les différentes démarches qu'elle peut entamer, consultation médicale, dépôt de plainte, etc. Il faut également informer la survivante sur toute autre forme d'assistance disponible. Notez les faits et sentiments rapportés tels qu'ils ont été énoncés par la victime. Assurer l'intérêt supérieur de la survivante. Orienter la survivante vers un personnel qualifié si l'on n'est pas suffisamment compétent. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est par exemple demander à la survivante de donner des détails de ce qui lui est arrivé alors qu'on n'est pas formé ni qualifié pour l'assister. Ce qu'il ne faut pas faire non plus n'est pas vous présenter, ni dire qui vous êtes, ni expliquer votre rôle et ce que vous pouvez faire exactement pour elle. Il ne faut pas banaliser la situation ou minimiser le traumatisme du viol et ses conséquences. Il y a des phrases qu'on peut prononcer face à ces personnes victimes du genre « ce n'est pas grave, ce qui est arrivé, c'est pas si grave que ça, ce sont des choses qui arrivent ». On ne peut pas avoir pareille attitude. Il ne faut pas non plus bousculer la survivante des questions, l'empêcher de raconter son histoire, lui couper la parole. Il faut éviter de rencontrer la survivante dans un lieu public, dans un bureau partagé avec d'autres personnes ou tout endroit qui ne garantit pas le secret de l'information et
un endroit où la survivante peut se sentir exposée. Il ne faut pas mettre en doute si peu que ce soit les faits énoncés par la survivante. En général, dans nos sociétés marquées par une certaine forme de machisme, on a tendance à ne pas croire ce qu'il dit ou à chercher dans le récit des éléments qui pourraient justifier, expliquer l'agression dont la personne a été victime. C'est une attitude négative. Il ne faut pas non plus chercher les preuves des faits qu'elle vous révèle. Ce n'est pas votre rôle en tant qu'intervenant. Il ne faut pas mal interpréter un comportement de calme trompeur qui masque souvent un choc particulièrement important. Il faut manifester de la compréhension et de la solidarité et non pas une pitié compatissante. Il ne faut pas décider à la place de la victime ni la pousser à entreprendre telle ou telle démarche qu'elle ne comprendrait pas ou pour lesquelles elle n'aurait pas donné son accord. Il ne faut pas l'orienter trop vite vers des structures avant d'avoir écouté et entendu ses propres demandes. Il ne faut pas terminer l'entretien d'une façon abrupte. Il ne faut pas oublier de prévoir une suite et donner la possibilité de trouver de l'aide quand elle le voudrait. Par exemple, un contact téléphonique ou un rendez-vous médical ou un rendez-vous judiciaire. Voilà de manière résumée, pris dans leur globalité, ce que les intervenants dans un dossier de violence sexuelle devraient faire ou ne devraient pas faire. Nous arrivons au terme de cette émission. Il est important de retenir que les violences sexuelles, surtout à l'endroit des femmes, sont assez courantes et autour de nous, et que les personnes victimes de violences sexuelles subissent une agression qui les marque à vie, qui est un traumatisme important. Notre soutien, notre aide à ces personnes, notre empathie sont les bienvenus et sont ce dont ces personnes ont besoin dans leur situation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de votre fidélité. Merci de partager. Je suis Magloire Mpembi et je vous dis au revoir et à la fois prochaine.